Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et si la révolution passait par une série pour ados des années 1990 ? Question posée par Marion Olité à propos de la série Buffy contre les vampires. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, on teste notre culture générale en histoire de la médecine. Question du jour, qui fonda l'hôpital parisien dès 1520 ? Réponses et explications dans moins de 10 minutes avec Jean-Noël Fabiani-Salmon. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour, l'apprentissage de l'autonomie. Vaste programme, vous le verrez, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Marion Olité, bonjour. Bonjour. Et si la révolution passait par une série pour ados des années 90 ? Cette question, vous la posez en conclusion de Buffy ou la révolte à coups de pieux. C'est le livre que vous venez de publier chez Le Duc dans la collection Pop Culture. Sur Buffy, vous êtes journaliste et on va tirer ce fil de la révolution Buffy. Mais je voudrais quand même qu'on commence par planter le décor. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, tout commence par un film, même si l'œuvre culte, c'est la série. Qui est Buffy ? Oui. Alors Buffy, elle naît dans l'imagination de Joss Whedon et en fait Buffy c'est une jeune ado californienne, blonde, qui paraît comme ça typique des années 90. Sauf qu'en fait elle a un secret, c'est que c'est une tueuse, c'est une élue. En fait elle a une mission qui est de combattre les forces du mal et de tuer en particulier les vampires. Et en fait dans le premier épisode de la série, elle arrive dans cette ville de Sunnydale et elle découvre donc au lycée son observateur latent. Donc c'est un peu un entraîneur, un guide spirituel aussi. Et c'est Giles, le bibliothécaire du lycée de Sunnydale. Et en fait, dans le lycée, elle va aussi trouver tout de suite un système de soutien. Elle va se faire des amis qui vont l'aider dans sa mission. Et en fait, voilà, c'est ça, Buffy. Il faut qu'elle évite beaucoup d'apocalypse et qu'elle combatte beaucoup de démons. Quand vous dites c'est une tueuse, c'est avec un T majuscule. C'est une catégorie dans le monde imaginaire de Buffy. Hein, oui, c'est pas une tueuse à gages. Oui, voilà. Non, pas du tout. Elle fait partie de cette catégorie-là. Elle incarne, écrivez-vous, tous les archétypes adolescents. C'est ça qui en fait, c'est un précipité de tout ce qu'on traverse à l'adolescence. Oui, tout à fait. En fait, c'est un personnage évidemment héroïque, mais quand elle arrive, elle représente à la fois la fille un petit peu qui veut être cheerleadeuse, qui veut s'intégrer dans son lycée, qui veut un petit copain, qui veut être normale, qui veut avoir des amis. Et puis, elle est plus que ça. Elle est spéciale et elle va avoir un destin qui fait qu'elle a beaucoup de responsabilités très jeune. Et en même temps, elle est très fliquée quand même par son observateur, par sa mère. Et du coup, elle est comme ça. Elle représente aussi cette adolescente qui, à la fois, se sent déjà adulte et en même temps qui est en reste prise un avec peu toutes une ses enfant. limites. Oui, voilà. Et qui, au fil des épisodes, va rencontrer tout ce qu'on rencontre pendant l'adolescence, la sexualité, la solitude, le corps qui se transforme, la dépression. Vous-même, vous l'avez rencontrée, Buffy, quand vous étiez ado, et une ado pas super heureuse, si j'ai bien compris. Ouais, je pense que pour le coup... Je me permets parce que vous l'écrivez. Oui, hein. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que Buffy a vraiment été une bouée de sauvetage pour moi. J'ai découvert, j'avais 14-15 ans dans la fameuse trilogie du samedi soir, je pense, voilà, qui a bercé toute une génération, la mienne, quand on était ado à ce moment-là. Et en fait, comme pas mal de gamins à cette époque-là, le collège, le lycée, c'est pas toujours facile. J'ai vécu des moments de harcèlement scolaire. Vous avez sans doute dû en parler d'ailleurs dans pas mal d'émissions. Absolument. Malheureusement, on continue à en parler. Ouais, malheureusement, et c'est encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est encore une autre dimension. Absolument. Mais déjà, c'est hyper dur de vivre ça. Et en fait, voir cette héroïne qui défend les plus vulnérables, qui s'en prend, qui rétorque, qui riposte face au harceleur à Sunnydale, il y en a dans l'épisode, et qui combat aussi des démons qui représentent différentes angoisses adolescentes. Il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis. Ça vous aide à sublimer, c'est ça. Ouais, c'est un effet de catharsis. Voilà, qui fonctionne très bien. Et Buffy, elle a toujours la bonne réponse que nous, on aurait aimé avoir quand il y a des gamins qui nous harcèlent et qui sortent pas. Et du coup, ça fait quand même, ça faisait du bien en fait. Elle avez-vous dit ou écrit, je ne me souviens plus si c'est dans le livre ou dans un entretien que vous avez donné, qu'elle avait agi sur vous comme une boussole morale. Aussi, oui, parce que c'est vrai que les séries adolescentes, il y en a vraiment de tout type. Et celle-ci, elle a participé aussi à me construire des valeurs sans être dans la pédagogie à outrance, sans le marteler, puisque c'était rigolo. Il y avait des démons, il y avait beaucoup d'humour dans Buffy aussi. On s'y retrouvait. Et en même temps, ce qu'elle disait, c'est que faire le bien, ça fait du bien aussi. Et ça nous transforme. Et transmettre aussi toutes ces valeurs, ça fait un groupe qui se construit dans la bienveillance. L'amitié est très forte aussi dans Buffy entre les différents personnages. Et du coup, moi j'ai grandi avec ces valeurs-là, également valeurs de justice sociale, je vois qu'aujourd'hui me tiennent beaucoup à cœur.
Plein de révolutions dans Buffy, vous les racontez évidemment dans le livre. La première est formelle, c'est déjà le mélange entre les styles, et notamment entre le fantastique et ce qu'on appelle le teen movie, le film pour ados. Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, ça n'existait pas trop ce type de mélange. Et Joss Whedon, il propose en fait un mélange quand il pitch cette série aux chaînes. C'est un mélange entre Angela 15 ans, qui est vraiment une série ado avec une petite voix, une sorte de journal intime où la jeune femme raconte sa vie, et X-Files, qui est complètement une série fantastique pour adultes, voilà, complètement avec des démons. Et en fait, il veut faire un mélange entre ces deux types de genres, et ça fonctionne super bien au point qui va créer une sorte de sous-genre de la série ado, qui est le teen drama fantastique qu'on va voir se développer les années suivantes avec des séries comme Vampire Diaries ou Teen Wolf, ou un peu plus adulte True Blood. Et puis, au sein même de la série, il y a aussi différents genres. C'est une série qui est très drôle, beaucoup de comédie. C'est aussi une série qui peut être horrifique par moments. Dramatique, très shakespearienne même, elle prend des fois des dimensions apocalyptiques. Et pourtant, alors ça devient au fil des ans une série culte, mais en France notamment, c'est un peu méprisé. Oui, alors les gens qui ont grandi avec Buffy adorent en général cette série, et souvent il y a une team Charmed versus Buffy. Charmed était une série avec des sorcières, mais en revanche, chez les adultes, il a fallu effectivement attendre pas mal d'années avant que Buffy soit revalorisée. Et c'est vrai pas le cas aux États-Unis. Vous dites qu'il y a des Buffy Studies. Oui, aux États-Unis, dès la diffusion de la série, en fait, il y a beaucoup d'universitaires qui se sont intéressés sous différents prismes à la série. Donc le prisme psychologique, sociologique, théologique, au niveau de la linguistique aussi, c'est fou quoi, toutes les études qu'il y a, ce qui fait qu'on a déjà au moins 200-250 textes et livres qui sont sortis sur le sujet. Mais en France, on est plus axé sur le cinéma d'auteur. Donc les séries d'ados, en plus avec des monstres en caoutchouc dedans, voilà. Et on a mis quelques années avant de prendre les séries au sérieux, et cette série-là. Alors on la prend aussi au sérieux parce qu'il y a une deuxième révolution dans Buffy, c'est qu'elle est furieusement contemporaine et qu'elle anticipe cette série un certain nombre de thèmes qui depuis ont fait le tour du monde. Et donc parmi les révolutions postérieures, il y a MeToo. Tout à fait. Oui, c'est vrai que de toute façon, c'est une série qui a été assumée dès le départ par son créateur Joss Whedon comme une série cheval de Troie pour planter des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, de féminisme. Joss Whedon est un homme qui a grandi avec une maman féministe de la deuxième vague des années 70 américaine. La série est créée dans les années 90 en plein troisième vague aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai qu'elle aborde beaucoup de sujets où après MeToo, quand on a réinterprété, quand j'ai relu, regardé, revisionné cette série, je me suis rendu compte qu'il y a des thèmes qui étaient complètement avant-gardistes. Pas du tout à l'époque. Oui, clairement. Un mini-mot quand même sur Joss Whedon, dont vous découvrez, comme tout le monde d'ailleurs, en lisant les journaux à un moment donné, qu'il fait une série féministe qui défend des belles valeurs, mais que lui, il n'a pas un comportement exemplaire, loin s'en faut. Tout à fait. C'est là où c'est toujours compliqué entre la fiction et, je pense, les valeurs qu'on veut promouvoir, et puis sa vraie vie. Et du coup, c'est vrai que Joss Whedon a été rattrapé parce qu'en fait, il a eu un comportement de travail aussi qui n'était pas professionnel. Et en fait, ça s'est perpétué sur ses autres plateaux de tournage, ce qui fait qu'à un moment donné, ça a explosé dans les années en 2021 ou 2022. Et du coup, moi, j'étais au milieu de l'écriture de ce livre. Et voilà, donc j'ai vraiment réfléchi avec mon éditeur. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on continue à parler d'une série qui met en avant des personnages féminins, qui les ont pouvoir, alors qu'on sait qu'en coulisses, c'était très compliqué. Et en fait, en réfléchissant, on a aussi suivi ce qu'on continuait à dire, le cast de la série. Et le cast est toujours très fier. Voilà, Sarah Michelle Gellar qui incarne Buffy et qui a vraiment tout donné sur cette série pendant quasiment 10 ans. Et qui est même prête alors à reprendre un rôle parce qu'on a annoncé la mise en chantier d'une reprise de Buffy, c'est ça? Oui, il y a eu beaucoup de rumeurs pendant des années parce que Buffy s'est terminée en 2003. Donc là, on est 20 ans plus tard. Il y a eu des anniversaires, etc. Et en fait, finalement, Sarah Michelle Gellar a annoncé qu'elle était en discussion, effectivement, pour reprendre son rôle de la tueuse, iconique. Donc, les fans sont divisés entre ne touchez pas à cette série des années 90 et on veut revoir Buffy avec un pieu sur un écran. Donc, on a quand même un peu hâte de voir. Et comme quoi, on a toujours besoin de tueuses et de personnages comme ça qui portent des valeurs fortes. Avec un T majuscule, on le précise là encore. Nous vivons des temps apocalyptiques. Quelle meilleure conseillère que Buffy, quel meilleur refuge qu'un nouveau visionnage d'une série où la fin du monde est constamment repoussée, écrit Marion Olité dans Buffy, ou la révolte à coups de pieux qui vient de sortir chez Le Duc. On se fait un petit test de culture G sur l'histoire de la médecine, ça vous va? Et on se retrouve juste après pour continuer à parler des révolutions Buffy. Ok, c'est parti. L'anti-sèche.
qui fonda l'hôpital parisien des 15-20. Jean-Noël Fabiani-Salmon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur de médecine, vous dirigez l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes. Et vous vous êtes dit, les étudiants vont pas lire un traité d'histoire de la médecine pénible. Et donc, vous leur avez fait une super BD qui a lancé cette collection qu'on adore ici, des incroyables histoires aux arènes BD, incroyable histoire de la médecine ici, avec au dessin Philippe Bercovici. Alors, l'hôpital des 15-20. Ah, bien entendu, le grand Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, Louis IX à l'époque, mais bon, Saint-Louis, en revenant de la 8e croisade. Voilà. Parce qu'il avait comme conseiller médical une dame qui était à la fois son médecin, on disait mire à l'époque, et son chirurgien. Et elle s'occupait de lui tous les jours. Il n'était pas bien portant, le pauvre roi. Et donc elle s'en occupait. Elle s'occupait aussi de sa femme, de Marguerite de Provence. Mais elle lui avait demandé, Sire, est-ce que je peux aller voir ce que font les médecins arabes? Elle lui dit, allez voir, bien sûr. Alors elle s'était déguisée et tout, et elle est allée voir ce que faisaient les médecins arabes. Et elle s'était aperçue qu'alors qu'on était incapable d'envisager la chose en Occident, les Arabes étaient capables de traiter les aveugles. Parce que la grande cause de cécité dans le monde, c'est bien entendu la cataracte. Et il mettait une aiguille, alors sans anesthésie non plus, hein, il mettait une aiguille dans l'œil et il faisait qu'on pratiquait une opération qu'on appelle l'abaissement du cristallin. Et au miracle, après ça, eh ben, on voyait, alors un peu flou hein, quand même, parce qu'il fallait quand même des verres pour rectifier les choses, mais on voyait à nouveau. On voyait alors qu'on Donc on faisait voir les aveugles. Et maîtresse Hersande, un soir, en parlant au roi, à qui elle avait apporté son thériaque, eh bien... Le thériaque, c'est quoi? Le thériaque, c'est une potion. Une potion où on met à peu près 80 ingrédients. Ça vient de Galien, hein, 80 ingrédients, avec, pour donner un peu de goût, vous voyez, de la peau de vipère, des choses comme ça. Mais enfin... Sinon, c'est fade, le thériaque. Oui. Ouais. Il y a de l'opium, des choses, enfin, tout ce qu'il faut pour faire dormir le roi. Ouais. Et après lui avoir donné sa potion... Elle lui dit, Sire, vous savez, ce serait vraiment bien que lorsque vous rentrez à Paris, eh bien, vous soyez capable de construire un hôpital pour les gens qui ont perdu la vue, pour les aveugles de Paris. Et Saint-Louis, ça tourne dans sa tête, et en arrivant à Paris, il fait construire l'hôpital qui est toujours, aujourd'hui, sans doute un des premiers hôpitaux d'ophtalmologie du monde. Du monde. Et comme on pratique à l'époque le système duodécimal, je crois que ça s'appelle comme ça, alors, c'est les 15-20, et ça veut dire 300, c'est 15 fois 20. C'est 15 fois 20 lits. C'est l'hôpital des 300. Ce ne sont pas, ces opérations de la cataracte, les seules connaissances que les médecins arabes ont transmis aux médecins occidentaux et qu'on a importé à l'époque. Bien entendu, ça a été... il y a un grand nom de la médecine là-bas, c'est Avicenne, que vous adorez par ailleurs. Avicenne, sa vie, c'est un vrai roman. Ouais. Hein. Avicenne, il a été capable d'avoir une position. Il a sans doute fait la première trachéotomie, il a sans doute réussi le premier à faire une vraie césarienne, c'est-à-dire en sauvant la mère et l'enfant. Enfin, et puis c'est un personnage formidable. Il est sans arrêt poursuivi pour ses opinions par les Ottomans en particulier. Il manque de mourir dans le désert. Et le prince des savants, vous l'appelez. Ah ouais, le Sheikh Reis. Et il revient à un certain moment à Ispahan, où finalement, il va être à un moment vizir. Et puis ensuite, le lendemain, il se retrouve en prison. C'est un personnage extraordinaire. Ça pourrait faire une série, on pourrait avoir Avicenne et les vampires, ça pourrait faire une troisième saison. C'est un vrai personnage. Absolument génial. Merci beaucoup. Galien, peut-être un mini-mot? Vous l'avez cité, le nom de Galien. Galien, oui, bien entendu. C'est le plus grand médecin de l'Antiquité. Voilà. 2e siècle après Jésus-Christ. Hippocrate, en fait. Il est aussi important qu'Hippocrate. Oui, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il vit au 2e siècle après Jésus-Christ, alors qu'Hippocrate, c'est 4 siècles avant Jésus-Christ, quand même. Hein. Donc, il y a quand même du monde. Et puis, surtout, c'est le médecin de Marc Aurèle. C'est ça. Hein. Et il a écrit, on dit, 500 livres. Et en particulier, il a décrit l'anatomie chez l'animal, parce qu'on n'a pas le droit de travailler chez l'homme à l'époque. On n'a pas le droit de faire de dissection à l'époque. C'était interdit. Par la religion. Par la religion, oui. Jean-Noël Fabiani-Salmon, merci beaucoup pour tous ces récits qui nous font traverser l'histoire tout court et l'histoire de la médecine, bien évidemment. Le livre, vous le lisez, c'est drôle, c'est instructif. Que demander plus à une BD? Ça, c'est La Voix du Nord qui écrivait ça, tiens, sur la couverture. Ils ont bien raison, les confrères de La Voix du Nord. On se retrouve demain pour continuer à parler médecine. Et la question sera, à quelle occasion fut composé l'hymne anglais God Save the King? Vous avez jusqu'à demain pour trouver la réponse. Grand oral, la suite, Buffy.
Marion Ollitte est journaliste, autrice de Buffy ou La révolte à coups de pieu, c'est chez Leduc dans la collection Pop Culture. Héroïne féministe, féminine aussi d'ailleurs, mais en tout cas féministe, alors pas tout à fait avant l'heure, parce qu'il y avait déjà, vous l'avez rappelé, des vagues de féminisme. Héroïne dont ont pu également s'inspirer les LGBTQIA+, puisque vous racontez que le moment où elle doit dire à sa famille, je crois que c'est à sa mère, ouais, qu'elle est vampire. Donc elle est tueuse de vampires. Elle est tueuse, pardon, autant pour moi. C'est quasiment, c'est un coming out en fait. Oui, clairement. En fait, et dans le dialogue, y compris les réponses de la mère. Tout à fait. En fait, dans cette scène, Buffy donc lui explique tout ce qu'elle a comme responsabilité et qu'en fait, elle est une tueuse et qu'elle n'a pas voulu l'être. Et en fait, sa mère lui dit mais est-ce que tu peux pas ne pas l'être en fait? Est-ce que t'as... Et Buffy lui répond mais je n'ai pas choisi d'être une tueuse, je suis une tueuse. Donc forcément. Ce dialogue-là résonne fortement, je pense, chez les vécus LGBT et QIA+. Et puis, on voit derrière, en plus, Buffy qui donc, part de chez sa mère. Donc, on a vraiment une rupture. Bon, elles vont se réconcilier plus tard. Mais Buffy se retrouve à Los Angeles toute seule au début de la saison 3. Elle doit se débrouiller par elle-même. Et malheureusement, c'est aussi une trajectoire que peuvent connaître les jeunes personnes queer. De solitude. Et ça a été raconté dans plein de bouquins aussi, effectivement. Alors, vous établissez aussi un parallèle entre l'époque que nous vivons aujourd'hui et la fin des années 90, le moment où démarre la série. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais il y avait beaucoup d'angoisse à l'époque, notamment le Big Bang de l'an 2000. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait, on avait très peur. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était les débuts d'Internet. Donc là, ça paraît la préhistoire d'Internet quand on voit où on en est aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais Buffy est née au moment de la multiplication des forums. Donc il y a les fans se retrouvaient sur les premiers sites Internet avec les bruits du modem. Il y a un truc très nostalgique. Mais aussi, oui, on avait très peur de l'an 2000. En fait, il y a eu beaucoup de films de SF qui prévoyaient. Le Big Bang, parce que j'avais le bug de l'an 2000. Oui, voilà. Tout le système bancaire mondial était censé s'effondrer. Oui, il devait se passer. Il fait ça maintenant, mais c'est Donald Trump qui fait le bug, donc c'est une autre histoire. Oui, mais en tout cas, oui. Et puis il y avait aussi, je sais plus, c'était Paco Rabanne, il y avait des prédictions comme quoi, à la Nostradamus. Voilà, donc c'est vrai que à chaque fois, quand on change de millénaire, c'est hyper angoissant pour l'humanité. Et donc c'est vrai que Buffy s'inscrivait, à ce moment-là, et aussi au moment où on avait aussi des grands changements. On était 20 ans après la deuxième vague féministe, et les femmes avaient commencé à trouver leur place dans le monde du travail, mais évidemment. Tout n'était pas du tout réglé sur les questions de l'égalité femmes-hommes. Elles ne sont pas non plus réglées aujourd'hui, non, encore même si ça va moins mal. Buffy, grande série féministe en général, sur l'adolescence en particulier, c'est aussi une œuvre très politique, écrivez-vous, une critique du capitalisme en tant qu'il est intimement lié au patriarcat, en fait, c'est ça le lien. Tout à fait, de toute façon, tout est connecté. C'est vrai que Buffy est aussi une série qui est un peu contre tout type de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une série qui va mettre en avant la connaissance et la transmission par les livres à travers un personnage comme Giles, oui, mais il est bibliothécaire, il ne détient pas le pouvoir. On voit plusieurs méchants au cours de grands méchants que Buffy doit combattre au cours de la série qui représentent une forme d'autorité, notamment le maire en saison 3, il représente l'autorité politique. Et en fait, il est corrompu, il marche main dans la main avec les forces du mal pour avoir toujours plus de pouvoir. En saison 4, on a l'autorité militaire aussi qui est mise à mal. Et puis après, on a des méchants qui représentent métaphoriquement cette folie du capitalisme, et de la surconsommation et de l'individualisme, notamment le personnage de la déesse Gloria, qui est la grande méchante de la saison 5. C'est un peu une diva, un peu une drag queen avant l'heure, mais en fait, elle adore s'acheter plein de choses. Elle pense qu'à elle, et du coup, elle représente comme ça le côté capitaliste en fait de notre société. Et il y a aussi des épisodes où Buffy travaille dans un fast-food et c'est les épisodes où elle est le plus malheureuse au monde. Et en fait, ces épisodes-là, la chaîne et les annonceurs ne les ont pas du tout aimés et ont menacé Joss Whedon. Maintenant, ça suffit en fait de critiquer. C'est des épisodes qui mettaient en avant des environnements de travail toxiques, qui faisaient écho à des McDo, etc. quoi. L'antidote à cette organisation verticale, capitaliste, oppressive, ça pourrait être un modèle de pouvoir plus horizontal. Et alors là, on a le Scooby Gang. Oui, notre petit Scooby Gang qui est donc le petit surnom qui est donné à Buffy et ses amis et en fait qui est évidemment une référence au fameux dessin animé Scooby-Doo, Where Are You en anglais et du coup oui, le Scooby Gang en fait c'est ce groupe qui va aider Buffy à combattre les forces du mal pendant donc les 7 saisons et en fait ce groupe il va changer aussi, il est inclusif, il y a des moments on a des nouveaux personnages qui arrivent, d'autres qui partent pour différentes raisons et en fait à chaque fois ils vont s'aider les uns les autres, il y a cette mise en valeur de l'entraide, c'est ça. Ouais voilà, ils s'entraident, ils se partagent les choses. En fait, souvent, quand ça ne va pas bien dans Buffy, c'est qu'il y a un manque de communication entre les différents personnages du Scooby Gang. Donc, en fait, il y a vraiment tout un truc comme ça de bienveillance et de respect aussi les uns envers les autres. Là encore, dans les termes qui aujourd'hui se sont popularisés, ont fait leur entrée, y compris dans les journaux télévisés, les discours des politiques, il y a la notion de care, le fait de prendre soin. Et vous dites, pareil, Buffy, il y a 25 ans, déjà, c'est
porteur, cette série, elle est porteuse d'une éthique du care. Complètement. Et ça, c'est aussi la philosophe Sandra Laugier qui en a parlé aussi, qui l'a importé aussi cette notion en France. Et donc, je la cite aussi dans mon ouvrage. Et en fait, oui, l'éthique du care, c'est prendre soin de l'autre. Et c'est ce que fait Buffy, en fait, dans toutes les saisons. C'est-à-dire que s'il y a un monstre ou s'il y a une personne qui sème la zizanie dans le lycée, elle va aller voir les élèves, leur poser des questions. Et comme je disais, toujours aider les plus vulnérables. Et en saison 7, en fait, elle accueille aussi chez elle toute une de jeunes femmes qui sont des tueuses potentielles. Alors, je vous passe les détails de la mythologie de Buffy, mais en tout cas, vous voyez-les comme des petites sœurs qu'il faut qu'elle aide. Et en fait, elle les accueille chez elle, elle leur apprend à se battre pour combattre ensuite le méchant ultime en fin de saison 7. Et là, on arrive à la notion de sororité, voilà, qui est très présente aussi dans Buffy. Ouais. Alors, en vous lisant, je me suis quand même dit qu'il y avait une petite revanche du réel contre la fiction en ce moment, parce que même si les femmes ont très majoritairement voté contre lui, Donald Trump, qui aurait fait un super méchant dans Buffy, oui. Là, il a gagné à la fin quand même. C'est vrai. Ben c'est un petit peu, c'est un petit peu déprimant, c'est sûr. Mais c'est vrai que d'ailleurs, il y a eu des fanfictions de Trump versus Buffy. Donc les fans ont imaginé des histoires de Buffy qui combat Donald Trump. Et j'ai moi-même participé à une performance il y a pas longtemps où je lisais un livre, des extraits de mon livre. Ouais. Et il y avait David Prudhomme qui est donc qui travaille dans la BD, qui dessinait en même temps, et il a dessiné Buffy en train de combattre Trump. Ah donc je suis pas le seul à qui l'imagine en se disant mince, dans la vraie vie, il faudrait peut-être que Buffy débarque. Un peu plus de Buffy. Ou alors il faudrait peut-être que les hommes se buffisent un peu, parce qu'il y a cette idée aussi. Tout à fait. Les personnages masculins sont aussi bien présents dans Buffy. Ouais. Donc on a d'un côté les amoureux de Buffy qui doivent changer pour rester dans ce monde. Et ils sont changés quand même, les personnages d'Angel et de Spike, à travers leur amour pour Buffy. Ils apprennent à devenir des hommes meilleurs. Ah bon ? En vous lisant, je disais ils ont des arcs de rédemption, on va dire, mais c'est vrai qu'au début, on est quand même sur. Je détaille aussi quelques violences sexuelles. Oui, voilà, sur des. Alors, on a des métaphores de violences conjugales à travers ces deux histoires, mais dans les deux cas, en fait, Angel va lui-même propager justement cette éthique du care en partant à Los Angeles et en aidant d'autres âmes en peine à Los Angeles. Donc, il comprend un moment. Voilà, et le personnage de Spike, pareillement, en fait, a toute une quête et toute une rédemption, et à la fin, il aide à détruire le grand méchant final. Et les hommes, les personnages masculins dans Buffy, comme Giles ou Xander, en fait, c'est des hommes aussi qui ont des qualités qui sont habituellement codifiées plutôt féminines. C'est ça. Voilà, alors même que les héroïnes féminines ont des qualités assez masculines, alors notamment l'adresse physique, comment dire, dans l'activité, dans l'action, la stratégie. Voilà. Oui, et c'est dès le début, elle met KO un vampire bien plus âgé qu'elle, c'est ça. Tout à fait, voilà. Oui, mais c'est ça justement le truc le plus malin qu'il y a dans Buffy, c'est de retourner les stéréotypes de genre et de montrer qu'en fait toutes ces qualités, elles sont intéressantes en fait, que ce soit les hommes ou les femmes qui les portent. Mais elles peuvent, n'importe quel genre peut l'avoir en fait, cette qualité. Voilà. Le dernier plan de la série, écrivez-vous, n'est pas celui d'une héroïne en action, mais celui d'un sourire, le sourire d'une femme libérée. Bah oui, c'est ça qui est beau en fait, c'est que Buffy c'est vraiment la trajectoire, c'est l'émancipation d'une femme qui avait un destin prédéterminé par les hommes au début de la série et qui finit toute son épopée en ayant gagné sa liberté en fait. D'où ce sourire de Buffy qui peut enfin ne réfléchir qu'à elle-même et à ce qu'elle a envie. Donc c'est beau. Et tout un projet politique, la série, écrivez-vous, ne donne pas le pouvoir à toutes, elle le reconnaît en chacune. Oui, c'est vrai. Joli message. Ça, vous êtes toujours, vous n'êtes plus ado. Oui. Et j'espère plus harcelé. Non, mais on trouve toujours des choses intéressantes, quel que soit l'âge avec Buffy, parce qu'après, on les suit quand ils sont jeunes adultes. Ouais. Et du coup, c'est toujours une série passionnante à regarder à n'importe quel âge, Buffy. Bon, en tout cas, moi, vous m'en avez convaincu, je dois dire. J'ai quand même commencé à regarder un petit peu. J'étais passé à côté il y a quelques années, pour plein de raisons. Mais c'est absolument passionnant, parce que c'est une série qui était très, très précurseuse de ce qui se passe aujourd'hui, d'une grande modernité, à la fois formelle et sur le fond, sur les thématiques. Donc bravo, merci de nous la faire redécouvrir pour celles et ceux comme moi qui ne connaissaient pas. Et je pense que les fans, j'ai pas besoin de leur dire. En plus, si vous achetez le bouquin, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Par le coller sur l'ordinateur. Joli sticker. Ça va être génial, le sticker. Marion, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va parler de parentalité avec Candy Sanzel dans quelques instants. Non sans avoir remercié Jean-Noël Fabiani-Salmon, que l'on retrouvera demain pour une nouvelle question de culture G. Très bien. Conseil de famille pour l'heure.
Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, Candice Ansel. Candice, bonjour. Alors, tout le monde n'est pas Buffy, tout le monde n'est pas hyper autonome, mais l'autonomie de l'enfant, on en parle beaucoup dans les magazines parentaux. C'est la clé de l'épanouissement, le Graal éducatif. Oui. L'enfant qui apprend à faire seul, qui gagne en confiance, qui s'épanouit, qui rayonne. Mais alors, comment ça se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, en fait, l'autonomie, c'est long, c'est salissant, c'est bruyant. Et puis, ça teste un peu votre sang-froid, comme si vous étiez à une finale de Koh-Lanta, en gros. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, au début, quand votre enfant dit « Je veux faire tout seul !» vous vous êtes ému, vous filmez, vous envoyez à votre 17 contacts la prouesse, et puis 5 minutes plus tard, vous ramassez 200 grammes de riz par terre, vous essuyez du dentifrice sur le miroir, et vous redécouvrez que le pyjama peut être mis à l'envers, à l'endroit, et dans une version hybride non homologuée par l'Académie des vêtements. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques pour les parents, justement, pour accompagner leurs petits en quête d'indépendance et d'autonomie? Parce qu'on va quand même redire que c'est vachement important. Évidemment, c'est essentiel. Alors, un Graal qu'il faut poursuivre. On commence par féliciter les petites victoires. Donc, pas la peine de lancer votre enfant dans la préparation d'un cassoulet maison. Juste des petites choses comme s'habiller, ranger ses chaussures, remettre la table et surtout un seul objectif à la fois. Sinon, vous allez perdre votre santé mentale et votre patience en moins de 3 minutes. Et surtout, votre enfant ne va absolument pas pouvoir suivre les consignes. Donc, on s'attarde en priorité sur toutes les tâches qui sont liées déjà au rituel du matin et du soir dont on avait déjà beaucoup parlé. Alors, matin et soir, justement, il y a des moments privilégiés pour travailler cette autonomie? Alors, tous les prétextes, évidemment, sont bons pour laisser son enfant. Tous les prétextes sont bons. Mais évidemment, si on laisse son enfant s'habiller seul à 7h58, c'est franchement courageux. Surtout pour partir mais c'est pas vraiment un plan gagnant. Donc, l'autonomie, elle va se travailler de préférence quand on n'a pas un train à prendre derrière. Donc, le week-end, par exemple, c'est idéal. Ou quand au moins, vous avez bu votre café. C'est un peu comme toute nouvelle compétence, finalement. Ça demande du temps et du calme. Voilà. Et d'accepter que ça peut être le chaos par moment. Oui, ça c'est sûr, parce que vous voulez forcément qu'il étale son beurre tout seul, n'est-ce pas? Très bien, mais sachez qu'à la moitié, ça sera sur la tartine, et puis l'autre moitié, ça sera sur le siège. Et c'est le prix à payer pour qu'un jour, à 20 ans, il sache faire une omelette sans vous appeler depuis sa résidence étudiante. Alors oui, certainement, c'est un champ de bataille culinaire, mais aussi un champ d'apprentissage. Ok, on encourage, mais est-ce qu'on corrige quand même quand c'est vraiment pas bien fait? Alors, c'est sûr qu'il va ranger les tiroirs, dans le tiroir, le t-shirt dans celui des chaussettes. Mais vous respirez un bon coup, vous pouvez remettre ça en ordre plus tard ou lui montrer où ça va, mais sans hurler « c'est pas là !» Voilà, l'idée c'est que chaque erreur... Faites ça bien quand même. Vous avez vu ? Il y a du vécu. Un petit peu quand même. Mais ça va mieux. Non mais d'accord. Chaque erreur c'est vraiment une leçon. L'important c'est de montrer qu'on peut se tromper, apprendre et recommencer, je le dis tout le temps. Quand on se plante, on pousse. Voilà, et la règle d'or, c'est la patience. Évidemment, parce qu'on va quand même répéter 45 fois « mets tes chaussettes avant tes chaussures ». On va attendre 6 minutes qu'il referme son manteau. On va se mordre la joue pour ne pas le faire à sa place. Mais un jour, miracle, il fera tout seul. Et là, on va verser notre petite larmichette de fierté, en silence évidemment. La patience, c'est votre super pouvoir, même si parfois ce serait évidemment très tentant d'appuyer sur avance rapide. C'est important de savoir lâcher prise. Oui, c'est important de lâcher prise parce qu'il va renverser de l'eau, il va mettre son slip par-dessus son pantalon, il va essayer de couper sa pomme avec un couteau à beurre et vous, forcément, vous allez devoir respirer par le nez, sourire en disant que tout va bien parce que oui, c'est normal, c'est un apprentissage et l'autonomie, ça pique un peu votre sens de l'ordre et de votre amour des sols propres. Mais finalement, c'est aussi ça être parent, apprendre à choisir ses batailles et laisser tomber en fait la guerre des miettes. Et n'oubliez pas que vous, pendant qu'il apprend, vous apprenez aussi à ne pas intervenir trop vite, à valoriser l'effort plutôt que le résultat et à faire confiance, même quand il coupe sa banane avec des ciseaux. C'est génial. Voilà, bref, l'autonomie, ça s'encourage, ça s'apprend. Et puis, ça se salit un peu, mais c'est beau. Et comme aurait dit Neil Armstrong, c'est un petit pas pour lui, mais un grand pas pour votre parentalité. Candice Armstrong, merci beaucoup pour ce conseil de famille extrêmement éducatif. On peut aussi, lui ou là, faire regarder Buffy contre les vampires, puisqu'on aura compris que ça aide aussi à grandir. Alors, peut-être pour les un peu plus grands quand même, mais je vous dis, vous nous avez mis l'omelette à 20 ans, donc... Ouais. Moi, il l'a fait à 15 ans. Moi, ils font les omelettes à 15 ans. Ah, génial. Un peu baveuse. Ils font parfaitement l'omelette au fromage, un peu baveuse. Un délice. Candice, merci beaucoup pour ces excellents conseils. Patience, zénitude et visionnage et lecture de Buffy ou la révolte à coups de pieuvre. C'est chez Le Duc dans la super collection Pop Culture. C'est signé de la journaliste Marion Olité. Marion, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de cette émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Mani Pezesh à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.